Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième webinaire dédié au cabinet comptable. Il a pour objectif de vous accompagner dans la prise en main du DUERP numérisé que l'APST 41 propose depuis l'année dernière à ses adhérents de 2 à 10 salariés. Donc ce webinaire va être articulé en 3 temps. Dans un premier temps, nous avons fait le choix de vous présenter la réforme à venir qui met vraiment le DUERP numérisé au cœur de la prévention primaire. Nous passerons ensuite sur la présentation générale de l'outil PADOA dans le cadre de la déclaration annuelle et donc la prise en main du DUERP numérisé avec ses différentes étapes. Et nous terminerons avec les éventuelles questions que vous souhaiterez nous poser. Pour ce faire, nous serons 3 à co-animer. Sabrina Gabrielli, qui est donc assistante technique de prévention au sein du service. Nadine Gradzik, qui est donc du service gestion des adhérents, et moi-même, conseillère de prévention à l'APST 41. Ce webinaire est enregistré et sera remis prochainement sur le site de l'APST avec l'ensemble des webinaires déjà enregistrés afin que vous puissiez le présenter à vos clients ou éventuellement le relayer auprès de vos équipes. Donc, avant tout, nous avons souhaité faire un rappel succinct de nos missions, puisque bien souvent, on pense surveillance médicale de l'état de santé des salariés, des travailleurs, par le médecin du travail ou l'infirmière en santé au travail, mais ce n'est pas que cela. Et donc, parmi nos missions, nous avons beaucoup de missions qui sont conduites en milieu de travail, avec pour objectif d'améliorer les conditions de travail, aménager des postes, organiser de nouvelles lignes, par exemple, organiser un flux, avec toujours pour objectif d'éviter la désinsertion professionnelle, de réduire les risques professionnels. Pour ce faire, le médecin du travail peut se déplacer en entreprise, l'infirmière santé-travail également, mais toute une équipe pluridisciplinaire composée entre autres d'ergonomes, de techniciens de mesure de bruit, de lumière, de vibration ou du risque chimique, par exemple. Également, une psychologue clinicienne du travail peut vous accompagner dans certaines missions. Également, donc, le service prévention qui peut se déplacer, entre autres, pour réaliser l'accompagnement à la mise en place du document unique, tel qu'on le voit aujourd'hui, mais également réaliser la fiche d'entreprise, réaliser également des actions de sensibilisation qui peuvent porter sur le risque routier, les addictions ou d'autres sujets beaucoup plus larges, tels que le référent sécurité. Il faut savoir que l'entreprise, l'employeur, donc, peut être à l'initiative de cette demande de déplacement en entreprise, que le médecin du travail peut aussi solliciter ce déplacement. Le médecin du travail, qui est le coordonnateur de l'équipe, qui coordonne donc aussi bien les IPRP, donc intervenants en prévention des risques professionnels, que les professionnels de santé, donc infirmières et secrétaires médicales en santé-travail, va toujours valider la demande d'intervention. C'est lui qui va faire le choix d'agir ou pas en milieu de travail. Au-delà de ces missions, nous avons donc dans nos missions le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs. Et nous participons en parallèle à la traçabilité des expositions professionnelles. Ces différentes expositions sont ensuite remontées au niveau national et vont contribuer justement à la veille sanitaire. L'outil PADOA, l'outil médical dont nous disposons aujourd'hui, est un outil qui nous permet justement de centraliser l'ensemble de ces informations. Est-ce que tu peux me mettre sur la précédente? Merci. Donc, nous avons donc souhaité vous présenter rapidement la loi qui va entrer en vigueur au plus tard au 31 mars 2022, la loi santé au travail, qui met au cœur du système la prévention primaire. Et parmi les outils, on a entre autres le renforcement du DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels. Nous y passerons un petit peu plus de temps. Mais au préalable, voici les quelques changements que nous souhaitons déjà vous
présenter, sachant que l'APST vous présentera dès lors que les décrets d'application et que nous aurons suffisamment d'informations à vous communiquer, l'APST vous proposera des réunions d'information plus précises sur l'ensemble de ces points. Toutefois, il nous semblait primordial de l'aborder en ce début d'année, compte tenu de l'échéance qui est relativement courte, puisque dans 2 mois, cette réforme entre en vigueur. Donc, nous avons, entre autres, un changement de dénomination et une extension de nos missions. Les services de santé au travail vont devenir services de prévention en santé au travail, avec toujours pour objectif de préserver, tout au long de la vie professionnelle du salarié, son état de santé, dans un objectif de maintien dans l'emploi. L'objectif est toujours d'éviter la désinsertion professionnelle. Les différents services au niveau national vont présenter une offre de services socle en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle. À côté de cela, pourront être proposées d'autres prestations. Nous observerons aussi un décloisonnement avec la médecine de ville. Vous n'êtes pas sans savoir que les services de santé au travail on bénéficie de peu de recours par rapport aux professionnels de santé, puisque nous sommes fortement impactés par une pénurie de ces professionnels. Il s'agit d'une spécialité, et comme de nombreuses spécialités, nous manquons de médecins du travail. Donc ici, l'ARS aura la possibilité, selon les départements, donc c'est vraiment l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui décidera de pouvoir déléguer un certain nombre de compétences à certains médecins de ville sur certains territoires. Toutefois, ce médecin du travail restera le seul compétent pour proposer des aménagements de poste, mais également pour tout ce qui est relatif aux déclarations d'inaptitude au poste de travail. Point crucial, c'est le rajout au niveau du dossier médical partagé d'un volet qui va avoir vraiment un point important de relais entre les différents professionnels de santé, puisqu'on va avoir un volet santé au travail qui est ajouté. La prévention de la désinsertion professionnelle, je l'ai abordée rapidement. Effectivement, c'est bien notre objectif. Nous avons déjà un certain nombre de dispositifs qui fonctionnent relativement bien dans le Loir-et-Cher. La cellule PDP, prévention de la désinsertion professionnelle avec l'assurance maladie. Il faut savoir qu'au-delà de ça, nous allons mettre en place au sein des services de prévention santé au travail une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion qui va travailler en amont sur un certain nombre de dossiers où on risque de tendre, avant même peut-être un arrêt de travail, à des potentielles situations de risque d'inaptitude. Et donc, c'est envisager des solutions pour éviter d'arriver à cela. On va retrouver également la télémédecine qui a déjà été amorcée depuis ces 2 dernières années avec la crise sanitaire qui est arrivée. Nous avons mis en place de la téléconsultation et donc aujourd'hui, c'est vraiment entériné la télémédecine pour le suivi individuel des travailleurs lorsque cela est nécessaire. Un point crucial, c'est la mise en place de l'entretien de visite de mi-carrière qui aura lieu à l'âge de 45 ans pour l'ensemble des salariés. Un rendez-vous de liaison pourra aussi être amorcé durant un arrêt de travail lorsque l'on a une suspension du contrat de travail. On pourra organiser un rendez-vous entre le salarié et l'employeur, mais également en associant le service de prévention et de santé au travail, avec pour objectif toujours de réfléchir à des situations, à des actions visant à prévenir la désinsertion professionnelle. On abordera la question, bien sûr, de l'examen de pré-reprise, de tout ce qui est mesures d'aménagement de poste, d'adaptation de poste de travail, voire du temps de travail du salarié concerné. Point important, la visite de pré-reprise qui aujourd'hui est à l'initiative du médecin conseil de la sécurité sociale, du médecin traitant ou à l'initiative du salarié pourra être déclenchée avec cette réforme par le médecin du travail. Et on sait que cette visite de pré-reprise est essentielle pour réussir une reprise, puisque ça permet de travailler en amont, justement, sur les aménagements de poste éventuels, afin d'éviter la désinsertion professionnelle. Nouveauté encore, le passeport de prévention qui va permettre de tracer toutes les formations suivies par le salarié tout au long de sa carrière. Donc,
sera à charge de l'employeur de le compléter en y ajoutant entre autres les certificats, diplômes ou attestations suivis donc par le salarié au cours de son activité professionnelle qui sont en lien avec les formations de santé et de sécurité au travail. Le salarié, lui, y a accès et pourra y ajouter d'éventuelles formations dont il aurait bénéficié par ailleurs de sa propre initiative. Est également ajouté le terme sexiste dans le Code du travail. Et il s'agit de caractériser ici l'effet de harcèlement sexuel dès lors que des propos ou comportements ont une connotation donc sexiste. Certains publics qui aujourd'hui ne sont pas suivis vont pouvoir bénéficier d'un suivi médical, notamment les travailleurs indépendants qui pourront s'affilier au service de prévention et santé-travail de leur choix, ainsi que les chefs d'entreprise dès lors qu'ils ont des salariés. Eh bien, ces chefs d'entreprise pourront au même titre bénéficier d'une surveillance médicale. On rajoute également à cela les particuliers employeurs qui devront adhérer au service de prévention et de santé au travail et les salariés multi-employeurs qui vont bénéficier d'un suivi médical. Aujourd'hui, nous suivons un certain nombre de ces travailleurs. Toutefois, ces salariés multi-employeurs ne sont pas toujours déclarés auprès des services. Et donc là, on apporte justement un correctif qui vise vraiment à ce que tout le monde puisse bénéficier d'un suivi médical. Et donc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le renforcement du DUERP numérisé. Et pour ce faire, plusieurs points ont été mis en exergue, notamment la nécessité pour l'employeur de tracer l'ensemble des risques professionnels et pas uniquement ceux en lien avec la pénibilité. On est sur une traçabilité collective qui intègre les risques liés au poste de travail, mais également à l'environnement de travail. On devra avoir une alimentation du DUERP à 2 niveaux, c'est-à-dire que l'obligation relève toujours de l'employeur. Toutefois, au niveau des services de prévention et de santé au travail, on pourra y intégrer également tout ce qui est suivi des expositions, entre autres, aux risques chimiques. Le CSE et le médecin du travail devront être associés à l'évaluation des risques professionnels. Le CSE sera consulté pour avis à chaque fois qu'il y aura des mises à jour. Par rapport aux différentes mises à jour, il faut savoir que nous aurons service de santé au travail, avoir la communication, l'obligation d'avoir la communication de ces différentes mises à jour. Et ce document unique devra être conservé au moins pendant 40 ans. Donc on voit bien la nécessité d'avoir une traçabilité. Ce document unique sera dorénavant dématérialisé sur un portail numérique qui puisse garantir sa conservation, donc 40 ans, comme on le disait précédemment, avec une mise à disposition. Donc, mise à disposition de certains salariés qui pourront y travailler pour la mise à jour, mais également pour les salariés qui travaillent dans les entreprises, puisque le document unique, je vous le rappelle, l'entreprise doit spécifier le lieu et les modalités de sa consultation à l'ensemble du personnel. L'outil proposé par la PST depuis l'année dernière garantit déjà un certain nombre de ses fonctionnalités, puisque le portail est sécurisé. Donc, les personnes qui ont accès peuvent y accéder via un identifiant et un mot de passe. Et nous avons la possibilité justement de conserver de façon numérique ce DUERP. Alors, l'obligation entrera en vigueur selon la taille de l'entreprise, donc à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises de 150 salariés ou plus, et pour les autres, au plus tard, au 1er juillet 2024. Donc tout à l'heure, on disait, obligation de transmettre au service de santé au travail la mise à jour du document unique. Quand on réalise le document unique via l'outil PADOA, eh bien, cette mise à jour se fait systématiquement tous les ans, dès lors que vous faites votre déclaration annuelle. Et vous êtes, entre guillemets, garanti d'avoir transmis au service de santé cette mise à jour au moins une fois dans l'année. Alors, pour finir sur ce point réglementaire, nous avons bien évidemment la notion que le document unique n'est pas quelque chose de nouveau. Il a déjà 20 ans, puisqu'il s'agissait de la transposition du droit européen en droit français et que depuis 2002,
toutes les entreprises, quel que soit le secteur d'activité ou la taille d'entreprise, doit avoir un document unique. Ce document unique, il doit être vivant, alimenté régulièrement, dès lors qu'il y a un changement dans l'entreprise, que des mesures correctives sont intégrées. Quand il y a un nouveau risque, il faut aussi le faire apparaître. Donc, c'est une mise à jour au moins annuelle de ce document unique. Ce document unique, on doit pouvoir y voir, entre autres, une évaluation, ce qui va permettre une hiérarchisation des risques et un plan d'action pour pouvoir justement tendre à la réduction des risques, que ce soit risque d'accident du travail ou maladie professionnelle. Ce document unique est un outil de prévention et malheureusement pour nous préventeurs, lorsqu'on se déplace en entreprise, il est plus souvent vécu comme une contrainte. Il est vrai que le document unique, si on ne le réalise pas, on s'expose à une contravention de 5e classe, 1 500 € d'amende, qui peut éventuellement, contravention, être doublée en cas de récidive. Pour la personne morale, ça peut aller jusqu'à 7 500 € d'amende. Toutefois, il faut vraiment plutôt le voir comme un outil de travail et un outil qui va vous permettre justement de réduire ce risque d'accident du travail et de maladie professionnelle. Et c'est ce vers quoi tend justement cet accord national interprofessionnel qui vise à renforcer la prévention en matière de santé au travail. Donc, j'en ai fini pour la partie réglementaire. Je vais laisser la parole à Sabrina pour vous présenter le DUERP numérisé et les différentes étapes que vous devrez donc réaliser ou que votre client réalisera pour conduire justement son document unique jusqu'au plan d'action. Merci Karine. Donc, nous voici maintenant sur la présentation du document unique d'évaluation des risques professionnels numérisé proposé par notre outil Padoa. Donc, comme vous avez l'habitude sûrement de le faire pour vos différents clients, une fois que vous avez accédé au portail adhérent, le premier message qui va apparaître, ça va être ce message vous invitant à commencer la déclaration en cliquant sur le bouton bleu. Donc, dans un premier temps, vous avez une petite vidéo qui reprend les services de santé au travail. Vous pouvez la visualiser ou bien, sinon, la passer. Donc, dans un premier temps, vous est demandé les informations administratives relatives à votre client. Donc, vous cliquez sur la vignette et vous vérifiez les informations reprises quant à son adresse, numéro de téléphone, mais aussi par rapport à la facturation et à la personne dédiée à la convocation des visites médicales. Une fois que vous avez réalisé tout ça, vous passez à l'étape suivante par le petit bouton bleu validant l'étape. Ensuite, il vous est demandé de vérifier, entre autres, aux personnes de l'entreprise, les adresses mail afin qu'elles puissent récupérer soit les convocations ou les différents documents échangés avec le médecin du travail. Vérifier que l'adresse soit correcte. Une fois que cela est réalisé, vous passez à l'étape suivante. L'étape suivante, nous voilà à la déclaration des effectifs. Donc, est repris la liste des effectifs avec les postes auxquels ils sont associés. Vous pouvez ajouter un nouveau salarié en haut à droite avec nouveau salarié. On clique dessus. On arrive donc sur une page où il va falloir reprendre la civilité de la personne, le nom, le prénom, date de naissance et le poste occupé. Vous pouvez, à l'inverse aussi, clôturer les postes de chacun par les 3 petits boutons au bout de la ligne du nom du salarié. Au-dessus, soit vous pouvez voir la fiche du salarié, créer un salarié similaire ou là, en l'occurrence, le clôturer. On va le clôturer en renseignant la date de fin de contrat, mais aussi le motif. Dans un menu déroulant, là, en cliquant sur la petite flèche, vous avez différentes possibilités de motifs de clôture de ce salarié. Une fois la liste mise à jour, vérifiez aussi, si possible, les adresses mail des salariés afin qu'ils puissent recevoir, entre autres, leur convocation. Si vous ne connaissez pas l'info, elle sera demandée
ensuite lors des visites médicales de chaque salarié. Vous validez l'étape et on passe à l'étape des utilisateurs du portail adhérent. Donc là, bien sûr, vérifier les personnes de l'entreprise avec les rôles et missions associés, mais on peut aussi décider d'en ajouter un autre. Donc, comme pour l'ajout d'un salarié, on clique sur « Ajouter ». On va renseigner la civilité de la personne, le nom, le prénom, adresse mail et la fonction dans l'entreprise, mais aussi associer en cliquant sur les petits rectangles, les petits carrés, les missions et rôles associés à ce salarié. Ici, on a pris pour exemple la facturation et la déclaration. À cette étape, entre la 3 et la 4, vous avez aussi la possibilité de passer la main à une personne de l'entreprise qui puisse renseigner les risques de l'entreprise. Là, c'est vraiment la partie où on va rentrer dans le document unique à proprement parler. Donc, lorsque vous transférez l'évaluation à une autre personne, vous cliquez donc sur le lien en bas, là, et vous allez retrouver ici des personnes qu'on va reprendre dans le menu déroulant, auxquelles on va pouvoir transmettre la main. Si la personne ne fait pas partie de cette liste, vous allez pouvoir le créer en cliquant sur le bouton. Donc, comme pour les étapes précédentes, vous allez renseigner la civilité, le nom, le prénom, adresse mail, téléphone, aussi la fonction dans l'entreprise et les rôles et accès associés à cette personne. Ici, on a décidé, pour l'exemple, de prendre la personne qui sera dédiée à la santé et à la sécurité. Donc, on coche dessus et on l'ajoute. Dans la liste maintenant mise à jour, on va sélectionner la personne à qui l'on va transmettre l'évaluation des risques. Donc, pour cela, dans le menu déroulant, on choisit la personne et on clique sur le bouton « Transférer la déclaration ». De notre côté, on reçoit un message confirmant que la déclaration a bien été transférée. Et en parallèle, la personne à qui on a transmis la main, dans le portail adhérent et dans les mails en haut à droite de l'écran, va recevoir un mail de signification de transfert de déclaration. Une fois qu'elle va l'ouvrir, tout en bas de ce mail, elle aura accès directement à la déclaration des risques. Donc, cette personne va se retrouver à l'étape 4. Sinon, vous passez la transmission et vous le faites vous-même ici, la déclaration des risques, si vous estimez connaître correctement l'entreprise et pouvoir faire le document unique. Donc, dans cette étape 4, on va reprendre ici les informations liées à l'entreprise, entre autres les locaux de l'entreprise, l'activité de l'entreprise, mais aussi les informations générales en lien avec cette entreprise. Si elle a un CSE, le nombre d'accidents de travail déclarés au cours de l'année ou des maladies professionnelles. Tous ces renseignements, une fois réalisés, on passe à l'étape suivante sur la déclaration des situations de travail, donc situation de travail ou risque. Donc ici est repris en haut à droite une petite définition de la situation de travail, mais ça sera essentiellement les risques. Donc l'outil, via le code NAF de l'entreprise, va faire des suggestions à gauche des différents risques auxquels pourraient être exposés les salariés, à vous ou à votre client de les ajouter s'il considère qu'effectivement ces salariés sont exposés à ces risques. Donc, on les ajoute sur le petit bouton « Ajouter » et toutes les suggestions à gauche auxquelles on estime que les salariés seront exposés seront ajoutées et donc se retrouvent dans la partie de droite. À tout moment, on peut les supprimer ou les ajouter si on pense qu'ils ne sont pas exposés ou exposés. Une fois les situations de travail renseignées, on va passer maintenant au découpage de l'entreprise. Découpage réalisé en unités de travail, à savoir les salariés exposés aux mêmes risques. Un tutoriel est repris en haut au milieu là, pour vous aider à comprendre ce qu'est un découpage en unités de travail.
Et vous avez aussi la possibilité de nous contacter en cliquant sur le bouton et sur document unique. Et là apparaît l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous joindre. Donc l'outil, lui, de son côté, toujours grâce aux codes NAF qui ont été renseignés, fera des suggestions au niveau des entreprises, mais on peut le renseigner directement nous-mêmes dans l'intitulé de l'unité de travail. Ici, nous avons décidé de créer 2 unités, une de production et une administrative. Une fois qu'on a défini, on termine et on va passer à l'association des salariés qui vont faire partie de ces différentes unités. Donc, une fois qu'on clique dessus, apparaît donc la liste du personnel, reprenant l'ensemble du personnel. À nous de cocher sur les petits carrés correspondants, d'associer ou non les salariés à cette unité, ici, unité de production. On retrouve donc ces salariés à droite de l'écran. Si l'on s'est trompé, on a la possibilité de le supprimer via la petite croix. Donc, on sauvegarde. Une fois qu'on a réalisé l'association des salariés dans ces différentes unités, on va donc associer maintenant les situations de travail. Donc, seront reprises à gauche de l'écran toutes les situations de travail que l'on a déclarées auparavant. Et selon l'unité de travail, ici production, on va l'associer ou pas. Donc, on clique sur le bouton associer si on estime que dans cette unité de travail, les salariés sont exposés, ici, dans l'exemple, à des positions contraignantes. Une fois qu'on a réalisé l'association des situations de travail pour les 2 unités, on va retrouver une synthèse de la situation qui reprend le nom de l'unité de travail, le nombre de salariés qui y sont associés, ainsi que les situations de travail que l'on a associées. On valide donc cette étape et on va passer là à l'évaluation des risques. Donc, pour chaque unité de travail, il va falloir reprendre, pour chaque situation de travail associée, son détail. Donc, on clique dans le rectangle bleu détaillé. Et là, pour l'exemple, dans la manutention de charge pour les salariés qui font partie de la production, différentes questions sont posées. Au début, le poids des différentes charges manutentionnées, donc moins de 5 kg, de 5 kg à 25, de 25 à 55 ou plus de 55. On va pouvoir aussi y associer les actions qui vont être réalisées, ont été réalisées, à savoir s'il y a eu des outils de manutention pour aider les salariés à manutentionner ces charges, qui va donc pondérer le risque et au vu des actions qui auront été mises en place, et on va passer à la cotation du risque. Ici, l'outil, au vu du risque et en lien avec les actions qui ont été mises en place, va suggérer dans la gravité du risque, ici donc peu grave. À nous de décider soit de le suivre, et donc dans ces cas-là, on clique sur cette gravité-là, ou on clique dans une autre gravité selon la gravité que l'on pense de ce risque pour ces salariés. Ensuite, nous allons passer à la fréquence d'exposition des salariés à ce risque. Donc, la fréquence va de rare jusqu'à très souvent. Et vous pourrez, ou vous ou votre client, estimer le niveau de prévention associé à ce risque. Donc, pour l'exemple, nous avons renseigné quelques risques en renseignant la fréquence, la gravité, et selon les actions qui auront été mises en place, des petits points verts vont apparaître et donc vont minorer le risque, et un code couleur cotation va donc apparaître ici selon les différents éléments renseignés. Si pour un risque grave avec une fréquence souvent, avec aucune mesure d'action mise en place pour le minorer, le risque ressortira effectivement en rouge. Donc, ça sera vers ces risques-là qu'il faudra tendre le plan d'action pour le minorer.
le plan d'action qui va commencer par les vérifications réglementaires, donc qui sont ici à l'affichage obligatoire. Donc, si on estime qu'il faudrait le mettre en place, on va l'ajouter. Ou non, on peut le décliner, dans ces cas-là, renseigner la raison pour laquelle nous le déclinons. Mais si on ajoute, il y aura ensuite à renseigner la date de réalisation de cette action. Pour chaque action proposée, il faudra renseigner soit la décliner. Dans un dernier point, on va vérifier aussi les différents suivis des salariés qui sont liés à des expositions particulières, entre autres l'habilitation électrique ou les autorisations de CACES. On vérifie bien pour chaque salarié que tout est bien renseigné. Et c'est à l'issue de cette dernière étape que va apparaître la récapitulatif et le coût de la cotisation pour cette année. Il faudra donc cliquer sur « J'ai bien vérifié les informations » et valider pour passer ensuite au paiement. Donc, vous avez la possibilité de télécharger à droite l'appel de cotisation, activer le mandat de prélèvement pour le paiement ou choisir un autre moyen de prélèvement par le petit phrase en bas, en dessous. Voilà pour la présentation. Donc, je laisse la main à Nadine pour d'éventuelles questions que vous aurez à vous êtes posées. Alors, ce qu'on peut peut-être respécifier, c'est que bien évidemment, si vos clients ou si vous-même avez réalisé l'année dernière le document unique via le portail de la PST, la démarche est beaucoup plus rapide puisque vous avez à repasser sur chacune des étapes pour vérifier éventuellement si les différents risques sont présents. Est-ce que des actions autres ont déjà été intégrées? Modifier votre plan d'action puisque peut-être que certaines n'auront pas été réalisées. Donc voilà, il faut bien se dire que les étapes, en fonction de si vous avez déjà réalisé quelque chose ou si vous êtes dans la réalisation de la première version de votre document unique, ne sont pas forcément aussi longues à réaliser. Pensez bien à intégrer dans votre document unique les risques majeurs liés au poste de travail et à l'environnement de travail. Pensez aux risques également qui sont génériques, présents dans toutes les entreprises. On pense entre autres au risque électrique, le risque incendie, le risque de chute, le risque Covid qui se trouve dans toutes les entreprises. Et lorsque on va regarder un petit peu plus loin les documents uniques, on voit malheureusement que bien souvent, ces risques ne sont pas présents. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous également si vous avez besoin de précision, puisque l'équipe de la PST est à votre disposition, que ce soit pour un accompagnement téléphonique méthodologique, mais également sur le terrain pour vous aider à identifier vos risques professionnels. Donc, je vérifie au niveau du chat. Il semble qu'il n'y ait pas de questions. Donc, on vous propose de clôturer. Ce webinaire sera mis rapidement sur le site de la PST. N'hésitez pas à le visualiser avec vos collègues ou le faire suivre auprès de vos clients. Merci de votre attention et bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.